Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent respirer l'air de la liberté dans les toutes prochaines semaines. La Cour pénale internationale rejette la demande du procureur de maintien en détention de l'ex-président ivoirien et son ancien ministre Charles Blé Goudé. Vous suivrez dans ce journal la première réaction du gouvernement ivoirien qui appelle déjà à la réconciliation. Pourtant, la presse ivoirienne prévoit une météo politique agitée dès le retour de Laurent Gbagbo. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Et l'insécurité au Cameroun qui décourage les touristes, c'est le constat que fait le gouvernement. Le secteur hôtelier est plombé par cette situation. Pourtant, le ministre du Tourisme tente de relancer la machine. Quels sont ses arguments et la stratégie mise en place pour le gouvernement? Dans quel état se trouvent les différentes régions du Cameroun confrontées à l'insécurité? C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La Cour pénale internationale a rejeté la requête présentée par le procureur, celle de maintenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en détention. La Chambre a également demandé au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de l'ex-président ivoirien, de son ancien ministre de la Jeunesse et de leurs conseils respectifs pour leur présence au siège de la Cour en cas d'appel. Les deux hommes attendent désormais la date de leur sortie. Je vous propose de suivre comment la Cour pénale internationale a rejeté la requête du procureur et s'est prononcée en faveur d'une libération immédiate de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, à condition qu'ils présentent les assurances nécessaires auprès du greffe de leur représentation en cas d'appel devant la juridiction. Je vous propose d'écouter un extrait de cette audience qui s'est tenue ce jour à La Haye. Commis à la suite des élections présidentielles de 2010. Il convient de noter ici que la majorité a conclu qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve pour conclure que des crimes contre l'humanité qui pouvaient être attribués aux accusés avaient été commis en Côte d'Ivoire. Les parties et participants n'ont fait allusion à aucun autre facteur qui pourrait indiquer que les charges en l'espèce étaient exceptionnellement graves. Au sens, bien sûr, de l'article 81 qui nous intéresse. Maintenant, parlons du risque d'évasion. Concernant le risque d'évasion, la Chambre ne dispose d'aucune information sur l'endroit où messieurs Gbagbo et Blé Goudé souhaitent aller. L'accusation a fait remarquer que le 4 février 2016, le président actuel de la Côte d'Ivoire a déclaré publiquement qu'il n'enverrait plus de ressortissants de Côte d'Ivoire à la CPI parce que le pays disposait d'un système judiciaire qui fonctionnait. La Chambre considère que cette déclaration doit être interprétée en ayant à l'esprit le principe de complémentarité. Et donc, cela ne pourrait s'appliquer qu'aux nouvelles affaires qui découleraient de la situation en Côte d'Ivoire. Il serait totalement contradictoire de dire que la Côte d'Ivoire, d'un côté, a un système judiciaire qui fonctionne, que la Côte d'Ivoire respecte l'état de droit, mais que d'un autre côté, la Côte d'Ivoire refuse de respecter une demande de la CPI. La Chambre sait bien ce qui se passe à propos de l'affaire engagée contre Madame Simone Gbagbo. Cela dit, étant donné que cette affaire est subjudiciée devant une autre chambre de cette Cour, nous nous abstiendrons de tout commentaire. Il convient d'évaluer le risque de fuite par rapport à chaque individu et à leurs circonstances. Le fait qu'un État partie ait ou n'ait pas rempli
n'est pas satisfait à une demande de remise ne signifie pas nécessairement que la personne en question ne comparaîtra pas volontairement ou de leur propre gré si la Cour les enjoint de le faire. Il est vrai, certes, de suivre la Cour pénale internationale, rejeter la demande du procureur de maintenir en détention Charles Blé Goudet et Laurent Gbagbo, l'ancien ministre de la Jeunesse et l'ancien président ivoirien. Comment réagit la presse ivoirienne après cette décision de la CPI d'acquitter ces deux personnalités et de se prononcer en faveur de la libération immédiate? D'un côté, des journaux ivoiriens célèbrent cette décision de la CPI, d'autres annoncent une météo politique très agitée, avec en toile de fond la colère des victimes de cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire, mais aussi un avenir très compliqué qui se dessine dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La revue de presse ivoirienne, c'est dans ce reportage que signe Gladys Sidi. Pratiquement tous les journaux ivoiriens ont titré sur l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet par la Cour pénale internationale. Cependant, les angles de traitement sont différents. Il y a ceux qui saluent une victoire historique. C'est le cas du journal Les Sentinelles d'Abidjan qui titre « Acquittement de Gbagbo et Blé Goudet, Dieu est juste ». Le journal revient sur l'émotion à la CPI et à Abidjan, les grands artisans de la victoire et aussi les coulisses de la folle journée du 15 janvier 2019. Une journée inoubliable. LG Info met à sa une « Libération historique de Gbagbo par la CPI, le temps est un autre nom de Dieu ». Il évoque l'explosion de joie en Côte d'Ivoire et donne la parole à quelques personnalités parmi lesquelles Konan Bédié. Victoire, titre le journal Le Temps, qui rend compte de l'ambiance délirante à Yopougon, de la liesse populaire dans plusieurs quartiers d'Abidjan et des réactions sur le plan international ainsi que l'appréciation des médias internationaux. Le rassemblement s'interroge. Gbagbo et Blé Goudet acquittés et après. Le journal donne la parole à l'avocat des victimes de la crise post-électorale de 2010 à 2011. 3050 morts, des blessés, 100 coupables. L'avocat estime que cette décision n'est pas définitive. Allant dans le même sens, le Jour Plus titre « Les victimes et leurs avocats condamnent la décision ». Il propose l'intégralité de la déclaration de maître Paulina Massida. Il y a enfin ceux qui spéculent sur un éventuel retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet en Côte d'Ivoire. C'est le cas de l'intelligent d'Abidjan qui titre « Gbagbo et Blé acquittés, mais pas encore libres. N'ayons pas peur, ils arrivent ». La Côte d'Ivoire vibre au rythme de cette information. L'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet cristallise aussi les attentions sur le plan international. Et le gouvernement ivoirien réagit à propos de la décision de la CPI portant acquittement et libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Le gouvernement ivoirien prend note de la décision rendue par la CPI. Il souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation, telle qu'engagée par Alassane Ouattara à travers les actes qu'il a initiés dans le sens de la paix et de la réconciliation. Le président de la République de Côte d'Ivoire annonce des mesures additionnelles au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soutenir davantage. Au moment où la CPI se prononce en faveur de la libération de Laurent Gbagbo, le porte-parole du gouvernement ivoirien, auteur du communiqué, précise que la Côte d'Ivoire a besoin de paix pour faire face aux défis de son développement économique et social. C'est un communiqué rendu public à l'issue d'un conseil des ministres présidé par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ce mercredi. Et au Cameroun, c'est un conseil des ministres qui s'est également tenu au palais de l'Unité à Yaoundé, bien loin des médias. Et sur son compte Facebook officiel, le président Paul Biya dit avoir invité les membres du gouvernement à considérer comme feuille de route
Le programme économique, financier, social et culturel récemment présenté à l'Assemblée nationale, et une première réaction est celle du nouveau ministre de la Santé publique, Manaouda Malachié, a déclaré sur son compte Twitter qu'il est déjà gonflé à bloc après ce conseil des ministres de ce matin, au cours duquel, selon lui, le chef de l'État a prescrit au gouvernement proactivité, efficacité et performance dans un environnement solidaire. Et toujours au Cameroun, l'affaire Pierre Kwemo qui agite désormais l'opinion publique, notamment à Loum, où des manifestations ont été enregistrées pour exiger la libération du maire de Bafan. Et ce sont aussi les supporters de UMS de Loum qui s'interrogent sur l'avenir de ce club de football en l'absence de son président, désormais placé en détention provisoire du côté de Yaoundé. D'autres précisions avec Jacques Molon et Sylvestre Zangao. Le sujet est au centre de toutes les conversations dans la ville de Loum. La privation de liberté de Pierre Kwemo, le président du club de football UMS, inquiète les supporters. Nous sommes vraiment dans la panique et nous sommes même frustrés parce que sur le terrain, nous ne savons pas si on va jouer ou pas. Ça fait paniquer beaucoup de gens le jour qu'on a suivi, qu'on l'a interpellé. Mais comme nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous attendons toujours la réponse par rapport à cela. Mais sinon, ça fait paniquer la population. Tout le monde est inquiet. Le club phare de la ville, champion du Cameroun en 2016 et vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2015, est un véritable symbole pour les populations de Loum. Avec le président de l'UMS qui est incarcéré, ça fait paniquer parce que nous ne sommes pas très sûrs de la motivation des joueurs. Déjà que le président est incarcéré, ça va un peu créer une petite panique au sein du groupe. Pierre Kwemo fait face à la justice depuis plusieurs jours. Une situation qui le prive de liberté, alors que la reprise du championnat auquel participe son club est dans quelques jours. Depuis la création de UMS en 2011, le club est essentiellement dirigé par Pierre Kwemo et dépend financièrement de lui. UMS de Loum n'est donc pas garanti de faire un bon début de saison. Et ils sont nombreux des Camerounais qui s'interrogent sur cette affaire concernant le maire de Bafan, placé en détention provisoire depuis quelques jours et accusé de pillage en bande organisée. De quoi il s'agit concrètement? Comment en est-on arrivé là? Quels sont les faits? Élément de réponse avec Farel Bounia et Kedjara. C'est le retour de flamme d'une affaire vieille de 9 ans aujourd'hui qui accable Pierre Kwemo, le président de l'Union des mouvements sportifs. Selon Maître Alice Com, avocate de ce dernier, il avait à l'époque, sous sa casquette d'expert auprès des tribunaux et cours du Cameroun, reçu de l'État la mission de procéder à la liquidation d'une société située dans la région de l'Est Cameroun. Liquidation qui s'était soldée par un succès. Alors venir aujourd'hui ordonner l'arrestation de M. Pierre Kwemo au motif qu'il a commis un pillage en bande et nous demander de croire que bande, ça veut dire une personne qui s'appelle Kwemo. Je n'ai pas besoin d'être juriste pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour la femme de loi, le motif avancé par le tribunal de grande instance du Foundi ne s'applique pas à son client, le législateur ayant placé les pillages en bande dans le titre des crimes et délits contre l'intérêt général. Oh, ce n'est pas l'État qui poursuit, c'est même l'État qui a ordonné qu'on les expulse. La personne qui poursuit, c'est un individu. On aurait compris que ce soit là-bas, par exemple, la destruction. On dit, ben, monsieur, vous avez détruit la maison d'un individu. Mais on ne classe pas ça dans les délits commis contre l'intérêt général. L'intérêt général, c'est qui? Ça doit être le plaignant. Il n'est pas intérêt général quand même. Elle va plus loin et questionne la détention seule de Pierre Kwemo lorsque les autres personnes mêlées à cette affaire comparaissent libres. Parmi les 3 personnes qu'on va poursuivre pour ça, celui seul est en prison. Or, M. Kwemo a la particularité de présenter mieux que personne ici au pays toutes les garanties de représentation en justice. C'est un ancien législateur, il est maire et sur le plan financier, il peut apporter toutes les garanties de représentation en justice. Et s'il faut des garants, il va y en avoir des millions à l'appel pour le représenter en justice. Pour Maître Alice Com, avec cette nouvelle détention qu'elle qualifie d'abusive, les magistrats vont à contre-courant du combat mené par le ministre de la Justice
qui a décidé il y a peu de stopper le train des détentions provisoires abusives. Elle dénonce par la même occasion la politisation de l'affaire Kouémo. Ce dossier pue, mais alors pue le règlement de compte. Et on n'est pas loin de penser que M. Kouémo, qui n'a jamais été battu aux élections de chez lui, que ce soit les élections législatives ou les élections municipales, avec ce qui se profile à l'horizon, la politique s'est mêlée au judiciaire et veut se servir du bras séculier de la justice pour éliminer un concurrent qui paraît indémontable. Sur l'état de santé de son client, elle rassure qu'il va mieux et comparaîtra sous peu devant le juge d'instruction pour confirmer sa détention et présenter par la même occasion une demande de mise en liberté provisoire. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement et les industries brassicoles n'ont toujours pas trouvé un point d'accord sur la nouvelle grille des prix des boissons alcoolisées après l'entrée en vigueur de la loi de finances 2019 et ses nouveaux droits d'assises introduits sur les bières et certaines boissons. Pas d'augmentation, martèle le ministre du Commerce, et en tout cas la précision faite à l'issue d'une réunion de concertation entre le gouvernement et les différentes industries agroalimentaires. D'autres précisions avec Marcelin Gansop. Pas d'augmentation du prix de la bière, en tout cas pas pour l'instant. Le ministre du Commerce a coupé court avec le débat qui a lieu en ce moment et qui profite à certains exploitants de débit de boissons véreux. Dans le cadre des textes en vigueur dans notre pays, les industries sont tenues avant toute modification des prix de déposer préalablement leur barème et l'administration dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer. En l'état, et au regard des négociations qui doivent s'ouvrir, les négociations doivent s'ouvrir entre l'industrie, les distributeurs et l'administration, aucun barème n'a été déposé. Aucun barème ne peut être déposé tant que ces négociations-là n'ont pas été conclues. Par conséquent, les prix des boissons restent inchangés jusqu'à nouvel avis. Le syndicat national des exploitants de débit de boissons prend acte, tout en émettant le vœu d'être associé aux négociations qui vont s'ouvrir instamment. Par le passé, jusqu'à ce jour, ce sont les industriels qui fixent les prix des bières à la vente. Or, eux, ils fixent ces prix en tenant compte de leur marge bénéficiaire, de leur charge. Nous trouvons que c'est une aberration. Parce que vous ne pouvez pas l'acheter, vous êtes peut-être un restaurateur, vous allez acheter peut-être 1 kilo de riz, peut-être au marché. C'est le vendeur peut-être du riz qui vous dit à combien vous allez vendre votre plat de riz. Nous pensons que non, c'est intolérable. Nous voulons qu'à partir de maintenant, quand il veut fixer ses prix, qu'ils appellent prix conseillés, qui deviennent les prix définitifs, nous devons être associés. Et on ne doit plus parler de prix conseillés, on doit parler de prix définitifs en tenant compte de notre marge bénéficiaire. Outre les acteurs de l'industrie brassicole, le ministre du Commerce s'est entretenu avec d'autres opérateurs économiques, notamment ceux des filières huiles végétales, poissons et autres riz. Pour le cas du riz, il a été question de s'assurer qu'en dehors des importations, la production nationale est capable de satisfaire le marché, aussi bien en quantité qu'en qualité. Nous disons que pour l'année 2019, nous pouvons mettre sur le marché 35 000 tonnes de riz blanc, de riz de très bonne qualité, frais et naturel. Et également, nous avons besoin des opérateurs économiques évoluant dans la distribution du riz pour nous accompagner dans cette tâche. Mais la disponibilité seule ne suffit pas. Encore faudrait-il s'assurer que les denrées alimentaires vendues sur le marché sont de bonne qualité, qu'elles soient importées ou produites localement. Parce que imaginez-vous qu'un produit perturbateur se trouve dans notre espace, comme ce fut le cas concernant les huiles, vous vous souvenez il y a quelque temps. L'industrie nationale avait été sérieusement perturbée, mais il avait fallu beaucoup de ténacité pour que ces huiles non conformes sortent de l'espace commercial et que celles produites localement retrouvent les parts de marché qui leur étaient destinées. Donc la mission que nous avons eue le 3 août dernier, c'était l'assainissement de l'espace commercial. Protection du consommateur, protection de l'économie, protection de l'environnement. Et nous continuerons dans ce sens pour rassurer tout le monde.
L'objectif visé par le gouvernement est de s'assurer que les denrées de grande consommation sont non seulement disponibles, mais également de bonne qualité et accessibles aux consommateurs. Et d'autres projets importants sont en cours d'implémentation pour améliorer la production nationale en riz et réduire le taux d'importation élevé de ce produit alimentaire. Je vous propose à cet effet de suivre les explications du directeur général de la SEMRI, qui est la société d'expansion et de modernisation de la riziculture située à Yagua. La SEMRI a été frappée de plein fouet par la crise économique vers les années 1980. Elle est en train de reprendre ses activités pour à terme atteindre une production de 100 000 tonnes de riz blanc sur les 11 500 hectares déjà aménagés avec maîtrise complète de l'eau d'irrigation. Et ça, c'est possible d'ici quelques années parce qu'il fallait d'abord réhabiliter l'outil de production qui était très dégradé. Il s'agit du réseau d'irrigation et de drainage, les stations de pompage. Une partie du travail est déjà faite parce que 7 500 hectares ont déjà été réaménagés avec l'aide de l'État camerounais. Il reste 4 000 hectares à réhabiliter et du potentiel existe. C'est-à-dire que dans le maillot d'Anaï où se trouve effectivement la SEMRI, on peut encore aménager 8 500 hectares de rizières. Il y a une forte potentialité dans le département du Logone-Chari. Le Minepad s'y emploie déjà avec en vue l'aménagement de 10 000 hectares de rizières. Également, quelque chose est en train d'être fait avec la Méadène dans la vallée de la Benoué où 11 000 hectares de rizières vont être aménagés. Également, en termes de potentiel de terres rizicultivables, il faut dire qu'il y a la plaine du Faro qui présente un potentiel important pouvant aller jusqu'à 100 000 hectares. Restons dans le Grand Nord, là où la montée de l'insécurité décourage de plus en plus les touristes à choisir le Cameroun comme destination de leurs vacances. Le secteur hôtelier en paye le prix fort. C'est le constat observé également dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le gouvernement qui, malgré cette situation, promet de mettre en œuvre des stratégies visant à renforcer le secteur hôtelier et viabiliser les sites touristiques afin d'améliorer l'attractivité du Cameroun. Des précisions avec Aïk Cyril dans ce reportage. Malgré la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'incursion des rebelles centrafricains à l'est et la situation toujours précaire dans le septentrion, le ministre du Tourisme et des Loisirs continue de vanter la destination Cameroun. Les risques d'insécurité évoqués auxquels le pays fait face aujourd'hui ne sont en aucun cas l'apanage du Cameroun et ne sauraient constituer un facteur de découragement des visiteurs. J'invite tous les acteurs et partenaires du tourisme camerounais à braver les défis sécuritaires qui tendent à plomber les activités touristiques et à rendre la destination Cameroun peu fréquentable. Pour Bello Bouba Maïgari, l'insécurité aux frontières et même à l'intérieur du pays n'est pas l'apanage du Cameroun. Les touristes peuvent donc continuer à venir, surtout que des actions sont annoncées pour davantage polir l'image du Cameroun. Nos efforts porteront essentiellement sur la simplification et l'allègement des procédures de construction, d'ouverture et d'exploitation des établissements de tourisme et de loisirs. L'achèvement des travaux de construction de l'hôtel de Boloba et sa mise en service. La réhabilitation du campement flamboyant, du centre touristique de Bamendine et du centre climatique de Tcham. L'organisation de la première édition de la semaine de la cuisine camerounaise. Rendre enfin fonctionnel l'hôtel du Comice à Ebolova et vanter l'art culinaire camerounais figure parmi les priorités de 2019. Mais le ministre du Tourisme et des Loisirs n'oublie pas l'achèvement des chantiers relatifs à l'organisation de la CAN. La feuille de route de notre département ministériel
en synergie avec les partenaires publics et privés et à cet égard riche en actions. Elle sera notamment marquée par la poursuite des travaux déjà engagés relatifs aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Des défis qui nécessitent l'implication de tous les acteurs. Bello Bouba Maïgari l'a rappelé alors qu'il recevait les vœux de nouvelle langue des services centraux et déconcentrés du ministère du Tourisme et des Loisirs. Et cette insécurité impacte sur le secteur de l'éducation. Vous le savez, ils sont nombreux des jeunes élèves et enfants déplacés des régions anglophones qui tentent tant bien que mal de poursuivre leurs études et les cours dans des conditions parfois difficiles dans certains établissements scolaires situés cette fois-ci à Bafan, dans le département du Honkam. Là-bas, ils ont reçu, ces élèves venant des régions anglophones, ils ont reçu des primes et des bourses scolaires de la part du gouvernement. D'autres précisions dans ce reportage que signent Andy Nganyou et Sylvestre Hippolyte Zangao. Les bras croisés, la tête baissée ou le regard perdu pour certains. Ces élèves sont des déplacés de la crise anglophone qui ont trouvé refuge dans plusieurs villes de la région de l'Ouest. Avec leurs parents qui ont tout abandonné, le quotidien est parfois difficile et subvenir aux besoins de leur scolarité est presque impossible. Cette situation a suscité le déplacement dans la ville de Bafan, dans le département du Honkam, de Nanova Lyonga. Le ministre des Enseignements secondaires est allé soutenir une initiative privée qui a octroyé des bourses scolaires à une centaine d'élèves déplacés. You know that people often go abroad to look for money for themselves and their family. Cette initiative est à encourager. Cela démontre que si on se met tous ensemble, nous trouverons toujours des solutions. So it's a great day today in his life. Étant dans le besoin, les bénéficiaires se réjouissent de ces bourses scolaires. I'm from the Southwest region. I'm here with my parents, all my family. Je viens du Sud-Ouest. Je me suis installé ici avec mes parents. Ce n'est pas du tout facile car nous n'avons rien. Vous comprenez que je ne peux que dire merci pour ce geste. Also want to thank the Seventh-day Adventists for making us possible to grant us some scholarship. I'm coming from the Northwest, Ndop. I'm really thankful. Je dis également merci et j'espère que tout va s'arranger pour que nous puissions rentrer chez nous. Praying that the problem should end one day so that we can go back to where we are. Plusieurs élèves déplacés de la crise anglophone ont trouvé refuge dans la région de l'Ouest où ils vont à l'école, espérant des lendemains meilleurs. Restons dans les milieux scolaires pour évoquer cette fois-ci les difficultés que rencontre les libraires du Cameroun depuis la mise en œuvre du livre unique dans les différentes salles de classe. Et vous allez le suivre dans ce reportage d'Innocent Abega et Xavier Foka, les plaintes des libraires et leurs difficultés à rentabiliser leur activité avec ce livre unique instauré dans le programme scolaire 2018-2019. Reportage. La politique du livre unique mis en application au Cameroun depuis septembre 2018 a causé un certain nombre de préjudices aux libraires. Tout d'abord, la question de l'écoulement de l'ancien stock. Ça part déjà du livre unique avec le stock des anciens livres que nous disposons dans nos magasins jusqu'à présent. Il y a eu l'indisponibilité des livres sur le marché et le taux de pourcentage alloué aux libraires qui a été réduit à la baisse, ce qui fait que les libraires ne se sont pas sortis. Ils ont eu beaucoup de pertes pour cette rentrée scolaire. Le libraire subit ensuite de la part des éditeurs le non-respect de la loi Land qui fixe les pourcentages alloués à chaque maillon de la chaîne de distribution du manuel scolaire. Dans cette loi Land, on parlait de 35 à 40% pour les distributeurs et de 20 à 25% pour les libraires. Et les libraires en ce moment devaient également donner 0 à 5% pour les parents que vous êtes, bien que nous sommes. Alors, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Avec le livre unique, le pourcentage alloué aux libraires est baissé jusqu'à 10%, ce que nous n'avons pas pu accepter. Et nous continuons à dénoncer cela. Il faut que les éditeurs acceptent leur engagement. Signer un protocole d'accord à Yaoundé le 10 septembre 2018 à la primature qui parlait de ces pourcentages-là. Le respect de la chaîne de distribution du manuel scolaire est également bafoué par certains au détriment du libraire. Il y a certains éditeurs qui ont traversé et les libraires et les distributeurs pour se retrouver dans les écoles. C'est-à-dire vendre directement aux maîtres ou aux maîtresses, ce qui nous a créé d'énormes préjudices. Les libraires estiment
qu'ils sont aussi à l'origine de plusieurs difficultés qu'ils rencontrent. Les Librairies n'arrivent pas à se mettre ensemble pour faire entendre la voix. Nous avons le cas de Asfa, par exemple. À la rentrée scolaire, il a accepté de vendre les livres à un certain prix avec la commission du livre. Mais sur le marché, il a opté de livrer les livres à 15%. Il y a le président des libraires qui a demandé de ne pas prendre ces livres, mais certains livreurs sont allés en soudine prendre ces livres. Or, si tous les livreurs avaient été d'accord pour ne pas prendre ces livres, je crois que cela aurait fait des effets et Asfa devait se mettre à l'ordre. C'est en vue de faire le bilan de la rentrée 2018-2019, énumérer les difficultés qu'ils rencontrent, chercher des solutions et surtout préparer la prochaine rentrée des classes, que les libraires venus de tous les coins du pays se sont retrouvés à Douala ce mercredi 16 janvier 2019. Un public reportage dans ce journal, NFC Bank présente les meilleurs produits bancaires pour financer l'économie camerounaise et garantir la sécurité de l'épargne locale. Reportage. NFC Bank œuvre toujours dans l'amélioration de la qualité du service pour le bonheur de ses clients. C'est dans cette optique que l'agence NFC Bank de Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, a reçu un coup de neuf. L'intérieur du bâtiment est désormais plus confortable. Ceci est une impulsion du top management de la banque, menée par son directeur général, qui a personnellement présidé la cérémonie d'inauguration de cette agence en présence de nombreux clients. You will become not only customers but staunch ambassadors of NFC Bank. Again, if you look at the branding that we've been able to do, I want to take this opportunity to thank the team, because in-house we have a team that they have been trying to replicate this exercise from town to town, city to city. And as you know, your bank has 14 branches. 14 is not 14, cut across about 4 regions. So you cannot get stranded with an NFC Bank card. You have 14 outlets that you can use your card. And I bet you, if there's a problem in one ATM, in the next city, you will be served. Les 14 agences de NFC Bank reparties à travers le Cameroun seront ainsi reloquées. NFC Bank has come a long way, and in recent time we have concentrated most of our efforts in developing our product portfolio to meet up with the increasing demands of our customers and to meet up with technological development. Recently, I think we've launched our online application, which has gone viral, and we are very excited because our customers have embraced it, and we continue to innovate our products to make sure we meet up with our customers' expectations. Les clients de NFC font confiance à leur banque depuis des années et ces innovations leur donnent davantage satisfaction. I'm very satisfied because if you look at what others are doing, I want to think that there have been a lot of improvement in their services. Today we can sit in our office, just behind your machine, you know all details about your transactions. So it's making life easy for everybody. Le pacte de confiance entre NFC Bank et sa clientèle va encore se renforcer. Et nous continuons à innover. Nous avons de nouveaux produits que nous avons mis sur le marché. Nous avons des valeurs que nous prenons pour pouvoir honorer notre clientèle, pour pouvoir valoriser notre clientèle. À ce jour, il est important de noter que nous avons entrepris de mettre le client en avant, parce que le client est roi. À NFC Bank, tout est donc fait pour rendre la vie plus facile. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le gouvernement John Goutet devant Paul Biya ce jour. Vous avez suivi le tweet et bien sûr les propos du président de la République sur son compte officiel Facebook. Le chef de l'État leur a demandé de considérer comme leur feuille de route le programme économique, social, culturel et politique présenté récemment à l'Assemblée nationale par l'ancien Premier ministre Philippe Moyon en session budgétaire. Voilà, le gouvernement Amadou Gon Coulibaly était également devant Alassane Dramane Ouattara ce jour.
C'était lors d'un conseil de ministres au cours duquel le gouvernement ivoirien et le président de la République de Côte d'Ivoire se sont prononcés sur la décision de la CPI portant acquittement et libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. En clair, le gouvernement ivoirien appelle déjà à la réconciliation et insiste sur les enjeux de paix afin de promouvoir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire qui doit guider toutes les personnalités politiques dans ce pays au moment où la presse ivoirienne, elle, annonce une météo politique, vous l'avez suivi, très agitée dès le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, Equinox Soir, la suite toujours en compagnie de nos 4 invités.